Préparez vos meilleurs gifs, envoyez votre story, parce qu'en cet épisode, on va parler réseaux sociaux. De cette énorme toile d'utilisateurs et utilisatrices connectés, on a toujours un flux continu d'informations débitées. Dans tout ce bruit incessant, qu'est-ce qu'on peut en tirer scientifiquement ? Vaste question dont on effleurera quelques réponses grâce à Gilles Brachotte, chercheur dans le domaine en sciences de l'information. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025, vous êtes bien sur Podcast Science, bienvenue. Et en cet épisode, nous avons une table entièrement virtuelle. Donc nous avons Pascal du côté du Mulhouse. Salut Pascal. Salut! Nous avons Irène dans les Alpes bien de Haute-Savoie. Salut Irène. Bonsoir tout le monde. De l'autre côté des Alpes, nous avons aussi Julie du côté de Nice. Salut! Moi-même, Cléora depuis la Normandie. Et surtout, notre invité du jour, Gilles Brachotte du côté de Dijon, il me semble, c'est ça? Bonsoir, tout à fait. Bonsoir, donc merci d'être venu avec nous pour parler un peu de science et de vos travaux. Donc vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne et vos recherches portent particulièrement donc sur les réseaux sociaux. Première petite question rigolote là-dessus, comment est-ce que vous vous présenteriez en 2-3 mots ou en 2-3 hashtags? Oui, alors en 2-3 mots, je dirais curieux, critique et puis connecté. Alors peut-être que ça nécessite quand même que je vous explique mon raisonnement derrière tout ça. Ah oui, bah Heu, allez-y. Curieux parce que finalement, quand vous êtes tous les jours dans les réseaux sociaux et vous êtes plongé dans ce flux de données, il faut quand même avoir beaucoup de curiosité pour les dépouiller et les analyser. Mhm. Critique parce que comprendre justement cette circulation de l'information, c'est la base de mes recherches, c'est aussi garder un pas de côté et puis connecter, vous l'imaginez bien, connecter vis-à-vis du numérique, mais pas seulement. C'est aussi connecter aux gens, aux discours, aux émotions qui vont traverser tous les espaces publics que nous avons. Ok, donc vous êtes arrivé dans ces sciences-là parce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt la curiosité, c'est ça que vous dites là? Oui, alors c'est un parcours un peu particulier. En fait, j'ai un parcours assez pluridisciplinaire. Ok, À l'origine, j'étais enseignant en informatique télématique. J'avais un CAPET, un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique dans l'informatique et la télématique, et j'enseignais à des étudiants d'IUT. À l'époque, c'était un département services et réseaux de communication à l'IUT de Dijon, et j'apprenais les réseaux locaux et les réseaux publics, vraiment une science dure, très technique. Et puis je me disais, finalement, j'apprends des choses à mes étudiants, de la technique, mais qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qu'on va utiliser et quel sens ça donne finalement à mes propos. Surtout que j'avais des étudiants qui avaient un parcours assez pluridisciplinaire aussi. Et puis moi, je leur apportais quelque chose qui était monodisciplinaire, que des réseaux, la technique, comment l'information circule, comment on connecte cette information, etc. Je me suis dit, ça serait quand même bien de pouvoir aussi leur offrir une autre approche. Et cette approche, c'est ce qui m'a fait connaître les sciences de l'information et de la communication, en me disant, au fond, tu peux peut-être faire tes cours en approchant plutôt l'usage des réseaux, puis après développer la technique, leur faire comprendre comment ça marche finalement cet usage. Et j'ai rencontré beaucoup de collègues, et un en particulier dans mon département, qui est Pascal Lardelier, un professeur d'université en sciences de l'infocom, qui m'a, j'allais dire, coaché tout le long, et qui m'a fait découvrir les sciences de l'infocom, et qui me permettent donc aujourd'hui d'être enseignant-chercheur à l'Université Bourgogne-Europe. ok. Donc en grosso modo, vous êtes parti plutôt quelque chose de très terre-à-terre technique et plus petit à petit vers les sciences sociales, on pourrait dire presque. Vous pouvez complètement le dire, je dirais même, j'irais plus loin que ça. Mhm. Je pense que j'avais un déterminisme très technique à l'origine, Ouais. c'est-à-dire que vraiment, pour moi, la technique, c'était quelque chose. Vous voyez, un peu l'idée de l'inventeur, lui qui va se dire finalement, c'est magnifique, les techniques, elles vont changer la société, etc. Ce qui n'est pas forcément faux, mais je dirais, j'ai pris de la maturité par la découverte de ces sciences, et finalement, je me suis dit, mais c'est pas ça la réalité, c'est qu'il y a des médiations qui s'opèrent, des médiations techniques, sociales, symboliques, et que c'est tout ça qu'on doit étudier pour comprendre comment
une technique peut être insérée dans la société, ce qu'on appelle l'appropriation sociale des technologies. Et du coup, comment est-ce que vous définirez les sciences de l'information et de la communication en général? Alors Donc c'est une c'est excellente question. C'est pas simple à définir ouais, parce c'est que pour ça. ces sciences, elles sont par nature transversales et Oui, plurielles. Donc ces sciences de l'infocom, c'est une science des médiations, comme je l'ai dit. Je vous l'ai dit, elles peuvent être techniques, symboliques, sociales. C'est tout ce qui va structurer la vie collective. Et pour moi, ça me permet justement d'étudier la production de l'information, sa circulation, ses réceptions, et de m'intéresser surtout à tous les supports et dispositifs techniques. Donc en l'occurrence, avec les médias, mais là particulièrement pour ce podcast ce soir et dans mes recherches actuelles, c'est vraiment les réseaux sociaux et en particulier X. M'intéresser aussi aux pratiques sociales et puis culturelles. Quel usage, quelle représentation, quel discours. Donc voilà, il faut vraiment voir cette science comme une science qui est très ouverte et interdisciplinaire. ouais. Et justement, donc vous travaillez plutôt dans les réseaux sociaux et à l'université de Bourgogne, vous êtes chercheur donc au sein du labo Simeos. Donc je vous laisse parler un peu, c'est quoi ce labo? Vous y étudiez quel domaine en particulier? Alors, c'est le laboratoire de la communication à l'université Bourgogne-Europe, hein. Oui. C'est un laboratoire qui regroupe une cinquantaine de chercheurs environ, hein, et surtout qui a trois axes de recherche. Un axe sur l'alimentation, un axe sur la santé, et celui que je copilote avec une collègue Nanta qui s'intitule Transition socio-écologique, espace public et territoire. Mais en fait, ce laboratoire en communication, il faut pas voir ces axes de façon cloisonnée. C'est vraiment quelque chose qui est très plastique. Et je veux faire des recherches, comme je les ai fait, sur les discours au sein du domaine alimentaire dans les réseaux sociaux, ou les discours ou la désinformation en santé. Et vous voyez qu'on travaille ensemble, même si on a finalement des axes un peu comme ça dédiés sur des objets d'études, vous voyez, alimentation, santé et transition, espace public et territoire. Oui, ça revient à la transdisciplinarité que vous avez dit avant, c'est que finalement une recherche dans un domaine précis, ça peut se répercuter sur d'autres, et cetera, même au sein du même labo avec plusieurs axes, et cetera. Oui, Ouais, c'est exactement ça. C'était l'idée de se dire, on est une unité de recherche, et dans cette unité de recherche, on a des objets d'étude, mais en fait, il y a de la transversalité. Et on peut tous travailler ensemble en fonction des projets. Donc ça nous arrive assez régulièrement de travailler entre collègues sur des projets, de porter des projets en commun. C'est justement tout ce qui fait la dynamique d'un laboratoire de recherche. et tiens, petite question qui me vient, ça ressemble à quoi un chercheur, en sciences de l'information et de la communication? On est derrière tout le temps un ordinateur, on a aussi des grosses machines qui gèrent plein d'informations, comment ça ressemble à quoi? Alors, vous n'arrivez pas à me voir puisque c'est un podcast, donc il n'y a pas la vidéo, mais vous auriez vu un chercheur en chair et en os. Mais globalement, c'est un peu tout ce que vous dites. C'est-à-dire à la fois quelqu'un qui est derrière son ordinateur, mais quelqu'un qui va aussi dans la cité, qui va se balader, qui fait du terrain, qui fait de l'enquête, qui peut être dans un tram à Dijon en train d'étudier les regards, l'engagement des uns et des autres, comment on observe la société. Et puis, c'est aussi un chercheur, comme j'en fais partie, qui utilise les sciences de données pour effectivement accumuler des données numériques et les traiter après de manière plutôt qualitative. Mmh. Donc vous êtes en tant que chercheur, vous étudiez donc vous avez évoqué plusieurs thématiques, au sein du labo, donc du politique à l'alimentation et à la santé et principalement donc sur le réseau social Twitter, maintenant X. Pourquoi ce réseau social en particulier? Oui, alors lorsque j'ai commencé à étudier cette question de la circulation des discours, c'était en 2012. J'essaie de vous faire une petite rétrospective parce que ça donne du sens aux recherches qu'on fait aujourd'hui. On était plusieurs collègues avec une approche encore une fois pluridisciplinaire. Et si vous remontez à 2012, eh bien, c'était le petit oiseau bleu, qu'on peut peut-être regretter d'ailleurs aujourd'hui. Et cet oiseau bleu, c'était la nouvelle AFP. C'était une nouvelle agence France Presse. Il fallait y être pour appartenir. Tous les acteurs étaient présents. Et il y avait une très forte capacité de transmettre de l'information en avant-première.
Et en fait, c'est ça qui nous intéressait dans ce dispositif, c'était d'analyser et de comprendre toutes ces logiques qui permettaient d'être à l'avant de l'information et sur le devant de la scène. Et aujourd'hui encore, maintenant c'est X, mais vous voyez bien que ça permet d'analyser en direct la fabrique contemporaine des discours publics. Très récemment, on a encore appris la démission du Premier ministre à travers X. On voit les réactions continues avec une plasticité des médias, puisque vous retrouvez beaucoup les tweets sur la télévision au sein de reportages en direct. Donc vraiment, tous ces effets-là, ces effets de circulation, de manipulation, les effets sur la démocratie, la culture, on les observe très facilement sur X. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, X, c'est plutôt une arène discursive, c'est-à-dire vraiment un endroit où s'expriment les politiques, les journalistes, les experts, les institutions, mais aussi les citoyens ordinaires, simples, anonymes. Voilà, donc ça permet finalement d'étudier ce que signifie faire société. Et surtout dans un environnement, vous l'avez constaté, numérique qui est vraiment très instable. En parlant d'instabilité, on a aussi, Blue Sky et Mastodon, par exemple, aussi qui ont plus dans l'information directe. Est-ce qu'on a un changement de monopole ou de Twitter, maintenant X ou on n'observe pas ça? Alors vous avez raison, hein, euh, il y a des mouvements qui s'opèrent, en particulier depuis l'arrivée d'Elon Musk, ses prises de position, ses prises de position politiques, ses changements algorithmiques aussi de X. On a vu un mouvement important se lancer, et en particulier, je pense à l'initiative de Hello Kitty, de David Chavalarias, qui avait effectivement pour objectif de dire, écoutez, allons sur une autre plateforme, parce que si vous voulez peut-être un réseau plus éthique, plus libre, plus ouvert, eh bien, allez sur Blue Sky ou sur Mastodon. Bon, force est de constater quand même qu'aujourd'hui, le mouvement n'a pas été forcément dans la dynamique qui était souhaitée par les initiateurs. La popularité des X est encore très très importante en Mmh. France et dans le monde. Et finalement, il n'y a pas eu de bascule. OK. Moi, je crois très simplement, il suffit d'observer quand même encore une fois la plasticité des médias. Est-ce que vous voyez dans les médias souvent des citations de Mastodon, de Blue Sky? Ouais, ouais, c'est vrai. Mmh. Très franchement, moi, je le vois pas. Donc, je pense que là, déjà, ça installe définitivement, en tout cas pour l'instant encore, X au premier plan de ces réseaux sociaux. Alors, il faut quand même penser que X a perdu plusieurs millions d'utilisateurs. Mmh. C'est énorme. On estime environ à 15 millions. Alors, les chiffres, c'est comme tout, les chiffres, c'est toujours compliqué. Il y a plusieurs sources. Elles sont analysées différemment entre les utilisateurs actifs, les utilisateurs par mois. Vous avez plein de critères. Mais très clairement, c'est vrai que X a perdu des utilisateurs, mais qu'il est encore loin dans Blue Sky et Mastodon. Après, ça émerge comme des initiatives intéressantes. Je pense en particulier pour tous les publics qui vont être soucieux de gouvernance, d'éthique, de modération, ou de modèles qui sont plus décentralisés au niveau des architectures aussi. Mmh. Donc là, on a évoqué un peu les réseaux sociaux, donc on n'a pas parlé aussi d'Instagram et cetera. On va pas les faire tous. Mais, on l'a pas défini ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un réseau social? Est-ce qu'on a une définition claire, scientifique là-dessus? Alors ça, c'est encore une très bonne question. C'est un vrai débat scientifique. Parce que la notion de réseau social, elle est à la fois technique, elle peut être aussi sociologique, et puis elle est surtout pour nous communicationnelle. Donc il n'y a pas une seule définition canonique en fait, mais plusieurs approches qui sont complémentaires et puis qui vont dépendre des disciplines. Un réseau social en informatique ne va pas être forcément défini de la même manière qu'en sociologie ou comme chez nous en sciences de l'information et de la communication. Je dirais pour moi qu'un réseau social, c'est une plateforme numérique, c'est peut-être la définition sur laquelle on arrive à s'entendre, qui permet à des individus ou des groupes de créer des profils. Ça, c'est le Mmh. premier point. De publier du contenu. Ça, c'est un deuxième point. Et puis le troisième point qui paraît le plus évident, c'est d'interagir entre les personnes et de rendre les liens visibles à travers des likes, des retweets, des commentaires, etc. Alors ces liens, ils peuvent être de différentes formes, des liens amicaux, des liens professionnels, je pense à LinkedIn, ou des liens thématiques, par exemple. Ouais. Alors, je pense que voilà, la définition, pour moi, elle est compliquée, mais de dire que c'est à la fois un outil qui est technique,
avec des algorithmes, des interfaces, des flux. Et puis, c'est un espace social où on va construire des relations, on va construire des discours et on va se construire même des identités. Je On revient définirais finalement comme ça. ouais, bah, j'aime bien cette définition, parce que ouais, ouais, vas-y Pascal. Oui, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez et c'est, personnellement, j'ai quitté, Twitter, il y a quelques années, je me pose la question sur Facebook, j'ai quitté Instagram. Parce que justement, j'avais l'impression que, l'effet, de lieu où on fait société, comme vous disiez tout à l'heure, avait un petit peu laissé la place à un endroit où on exprime un discours. Heu et j'ai l'impression que de nombreux réseaux ont justement perdu ce côté, social, justement. Alors moi, j'ai souvent l'habitude aussi de dire que les réseaux sociaux sont finalement asociaux. Donc on pourra développer ça, et je reprends aussi, des échanges que j'ai eus avec, mon collègue et ami, Pascal Lardelier sur ce sujet et on partage, même opinion. C'est vraiment de se dire aujourd'hui, par les mécanismes, on individualise, on est renfermé, finalement on fait pas vraiment de connaissances, on veut connaître que ceux dont on a envie, vous voyez? Donc Mmh. je peux vous rejoindre complètement sur votre analyse. Les réseaux sociaux asociaux, ça fait peut-être un bon titre de podcast aussi. On n'a pas d'autres questions dans l'équipe ou dans la chatroom? Bah, Donc moi, on va j'irais peut-être même plus loin, enfin, je sais pas, mais ouais, j'ai envie de dire même c'est antisocial quoi, ces réseaux sociaux parfois, je trouve. Parce que justement, il y a des discours tellement, comment dire? Biaisés, je dirais, que pour moi, c'est ça reflète plus la notre société, je trouve, hein. Donc j'ai presque envie de dire antisocial même. Oui, alors moi je dis asocial parce qu'il y a un mécanisme précédent entre soi, hein, finalement. mmh, Et puis, ces mécanismes-là, ils sont alimentés par un double effet. Ils sont alimentés par l'effet, bulle de filtre. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. C'est vraiment l'effet algorithmique, hein, c'est-à-dire les algorithmes, vont analyser, les informations que vous, tweetez, vous commentez et cetera, et puis de fait vont vous resservir toujours la même information. Et ça, c'est purement algorithmique, c'est technique. Et puis, il y a l'effet qu'on appelle des chambres d'écho. Et ça, c'est une dimension qui, pour moi, est beaucoup plus sociale. C'est-à-dire, c'est le fait que vous allez vous abonner à un compte, que vous allez liker un compte, etc. Donc, vous avez une dynamique sociale qui s'opère. Elle est de votre initiative. Et vous voyez bien que ces deux effets combinés ne fait que de vous renfermer. Et en fait, bah, vous êtes conscient du choix social, vous n'êtes pas conscient du choix algorithmique, mais dans tous les cas, bah, vous observez ce qu'on vous sert par ces deux mécanismes. Et ça vous renferme. Donc c'est peut-être antisocial, en tout cas, je crois que vraiment ça vous renferme. C'est ce qu'il faut surtout dire, et je le dis souvent à la jeunesse et aux jeunes, je dis, contrairement à ce que vous croyez, vous restez entre vous. Et ça me fait mmh. toujours penser, lorsque j'ai fait ma thèse, il y a quelques années déjà, en 2010, je travaillais sur la messagerie instantanée Windows Live Messenger chez les adolescents. Et puis j'étais dans un collège, je faisais du qualitatif et je demandais aux collégiens, mais tu as des amis sur Windows Live, sur MSN? Et ils me disaient, ah, j'ai plein d'amis. Montre-moi ton carnet d'adresses. Et ils me montraient son carnet d'adresses et il y avait effectivement quasiment tout le collège. Et j'ai dit, mais tu discutes avec toutes ces personnes? Ah, il dit, non, non, pas du tout. Une ou deux, mais c'est pas grave. Tout le reste, ce sont quand même mes amis. Vous voyez, cette notion finalement d'amitié, elle est aussi reconfigurée, en tout cas réinterrogée. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure peut-être qu'il faut y être pour appartenir. Et à un moment donné, quand on est chez les adolescents et on a besoin de reconnaissance et d'identification, à ne pas être sur un réseau comme TikTok actuellement, c'est peut-être aussi ne pas faire partie des pairs et du groupe. Donc tout ça, ça rentre dans ce mécanisme que vous évoquez peut-être, je sais pas, je peux dire antisocial. Ça me fait résonner une chanson. Donc peut-être un peu trop important. Tu perds tout sang-froid, non? Voilà, c'est ça, exactement. On va tenter de le garder. Mais l'effet algorithmique n'annule pas justement le côté, choix et contrôle de ce qu'on voit? Parce qu'on constate que sur les réseaux où l'algorithme est fort, la part de contenu
qui est issue des algorithmes me paraît nettement plus élevée que la part, des contacts qu'on peut avoir, des gens qu'on suit, et cetera, et cetera. Oui, c'est effectivement aujourd'hui quand vous savez que le cœur, heu, le cœur du système, c'est l'algorithme, Mmh. quand même, bien évidemment que ça va venir, en tout cas minimiser la part du social, très clairement. Et donc vous allez vous retrouver avec de l'information qui va vous être poussée, heu, puis on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais, à travers, les bots, hein, donc les robots, sociaux, bah, évidemment que vous allez avoir par des mécanismes techniques de l'information poussée plus que par le social en lui-même. Donc avant de plonger justement dans tous ces mécanismes, un peu de méthodologie peut-être avant? Si ça vous va? Mmh. Comment on étudie scientifiquement les discours sur les réseaux sociaux? Pour étudier tous ces mécanismes justement? Que c'est une sacrée masse d'informations avec un flux continu. On utilise quoi pour piocher, ce qu'on cherche et cetera? Alors vous avez plusieurs techniques, hein, il y en a au moins 2, les 2 les plus classiques. La première technique, c'est ce qu'on appelle le scrapping, hein, c'est-à-dire vraiment on va aller, gratter, des pages, web. C'est une technique qu'on n'utilise pas nous, parce que, pour moi elle est pas éthique. Il y a un problème d'éthique de la donnée quand même, hein, quand vous allez aujourd'hui, heu, collecter de la donnée. Donc je travaille plutôt sur une collecte éthique des données. Cette collecte éthique des données, elle passe, à travers des API. En l'occurrence, les API, c'est quoi? Ce sont des petits connecteurs informatiques, qui vont vous donner l'autorisation de collecter l'information directement, à la source. Donc, vous vous connectez, en l'occurrence pour nous, chez X, et vous avez cette possibilité d'aller chercher l'information dans les tuyaux. Vraiment, je vulgarise, Ouais, c'est énormément, pas mal, OK. mais c'est cette idée-là. Et pour avoir ce droit-là, bah, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que vous allez effectivement dire que c'est des recherches à visée publique, que vous êtes un chercheur de l'enseignement public, que derrière vous n'allez pas en faire une activité commerciale, que vous allez donner un ensemble de préconisations pour l'Europe, etc. En l'occurrence, il faut respecter l'article 40 du Digital Service Act, hein, européen, un article très important pour pouvoir protéger les données des citoyens. Et donc forcément, nous en tant que chercheurs, on va absolument respecter le RGPD. On a au sein de l'Université Bourgogne-Europe des services qui nous aident pour établir justement toute cette protection de données et de ne pas traiter les données n'importe comment et de les afficher en public lorsqu'on fait par exemple des conférences. Donc c'est l'idée aussi d'avoir, et c'est très important, hein, parce qu'on peut avoir peur autrement de ces collectes, euh, cette collecte, cette collecte éthique, hein, parce que vous pouvez collecter à peu près tous les types d'informations possibles et inimaginables. J'ai souvent l'habitude de dire quand je fais des conférences, finalement avec ces collectes, on arrive à savoir de vous ce que vous-même vous ne savez pas de vous. Parce que finalement, il y a tellement de traces numériques qui sont laissées, tellement finalement, c'est même plus des traces, quasiment des empreintes de vous, hypermnésiques, qu'on arrive à deviner par reconstitution ben, des éléments importants de votre profil numérique et de votre identité numérique. C'est ce que quand on arrive sur un site internet, c'est accepter les données ou les cookies et cetera, ça fait partie de tout ça aussi? Ah, ça fait partie de toutes les traces Mmh. qu'effectivement, et puisque très peu de gens lisent, hein, c'est toutes les licences d'utilisation. Ouais. Quand vous installez un logiciel, une application, et qu'on vous dit accepter, ben, vous faites accepter tout parce que vous voulez pas tout lire, sauf que Mmh. d'un seul coup, vous venez de donner le droit d'utiliser toutes vos données, par exemple. Donc, et en fait, la valeur, hein, la valeur aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est pas la technique. La valeur des réseaux sociaux, c'est la donnée qui se trouve dans les réseaux. C'est celle-ci qu'on exploite, hein. Et c'est pour ça que les réseaux comme Instagram, comme TikTok, comme X, comme Facebook ont beaucoup de valeur parce qu'elles ont beaucoup de données, beaucoup de communautés, donc beaucoup de possibilités de profiler les utilisateurs. Et pour piocher les données là-dedans, pour en faire des recherches, vous utilisez donc des mots-clés, des hashtags, des trucs comme ça? Exactement. Alors, OK. on va utiliser à la fois des mots-clés. Alors, tout au début, on n'utilisait que des hashtags, Ouais. simplement parce que c'était facilement repérable informatiquement puisqu'il y avait un caractère spécial et donc on pouvait aller voir ce qu'il y avait derrière. Après, on a fait évoluer nos techniques parce que ça demande aussi énormément d'architecture informatique, hein. Et Mmh. heureusement qu'on a des collègues en sciences de données qui nous ont aidés
voilà, faut collecter en temps quasiment réel l'information et puis être capable de la stocker, de la traiter, de nous la servir pour que nous, Mmh. on puisse après aller l'analyser. Puis j'imagine, il Donc faut on avoir a des machines derrière qui puissent traiter aussi, toutes ces informations, ouais. exactement, il faut une architecture informatique assez puissante. Mmh. Là aussi, on a la chance de pouvoir bénéficier des ressources informatiques de l'Université de Bourgogne-Europe. Et donc, on a des data centers qui nous permettent de pouvoir avoir des capacités de calcul qui sont aussi très importantes. Donc, il faut bien voir tout ça, hein, c'est-à-dire cette capacité de collecte, de traitement et d'analyse dans l'ensemble des méthodes qu'on réalise. OK, et ça sur la quantité, est-ce que ce qui vous intéressez aussi au niveau qualitatif, donc sur l'analyse du discours et cetera? Vous en avez parlé un peu, il me semble que oui, mais vous utilisez quoi, en particulier? Est-ce que par exemple les gifs, les smileys, les émoticônes aussi, sont pris en compte aussi là-dedans ou? Hmm. En fait, la partie quantitative, elle va nous permettre de mesurer tous les flux. On va voir, on va dire, on a collecté des millions de tweets. Et par Ouais, exemple, si je prends la faire des grandes collecte qu'on a fait statistiques et sur cetera, le, quoi. voilà, si on prend, on reviendra peut-être sur la notion de statistique, mais si on prend la partie Covid-19, puisqu'on a fait des études sur le Covid-19, c'est plusieurs millions de tweets qu'on a collectés sur le Covid, à partir de mots-clés, etc. Ça, c'est l'approche quanti de manière à nous amener, à travers des algorithmes que nos collègues développent, des singularités dans les données. Donc, on va aller voir des petites choses qu'on ne peut pas percevoir. Vous imaginez, avant les chercheurs en sciences humaines et sociales, ils allaient étudier peut-être une centaine d'articles de façon qualitative. Ils pouvaient les prendre, les lire tranquillement et tout se passait. C'était déjà long, mais ça pouvait s'exécuter aisément. Aujourd'hui, quand vous êtes devant des millions de tweets, du big data, comme on dit, ben, heureusement qu'on a des algorithmes et puis qu'on est capable de poser des recherches, des questions de recherche avec nos collègues informaticiens pour aller à travers les algos relever ces petites singularités qui se produisent. Et ça va nous permettre de faire l'approche qualitative pour détecter les formes et les sens de la donnée. Donc on va par exemple, puisque vous avez parlé des mèmes ou des émoticônes ou des emojis, etc., ou des gifs, on va essayer d'aller décrire la structuration discursive du message, comment sont les arguments, quels sont les récits, les émotions, comment ça se déploie dans l'espace. On va aller analyser aussi, par exemple, les registres d'expression, quel langage, est-ce qu'on utilise des métaphores, est-ce qu'il y a de l'humour, du détournement. Alors, en ce moment, il y en a plein, des formes visuelles, des mèmes, etc. Si vous voulez passer du temps pour vous amuser, même si on fait bien attention à la durée sur ces écrans et sur les réseaux sociaux, hein, mais si vous voulez passer du temps, c'est sûr que c'est très addictif. On va essayer aussi, par exemple, de comprendre qui parle, d'où vient le message, à quelle communauté il est destiné, est-ce qu'on a des signes d'appartenance, de connivence. Vous voyez, tous ces petits symboles, ces petites logiques qui vont nous permettre d'essayer de structurer le réseau. C'est ce forme donc les mêmes, ce que vous avez évoqué, les gifs, les emojis, c'est effectivement des données de recherche à part entière. Vous voyez bien, ça condense des opinions, hein, même. Oui. On peut ressentir une émotion. Mmh. On a aussi un jugement moral, hein, avec une forme visuelle assez courte. Donc vous avez un rôle vraiment clé à travers ces outils, ces symboles. Et puis c'est surtout aujourd'hui des outils qui sont très utilisés dans la désinformation, avec une société qui est très polarisée, hein, parce qu'on dit que les réseaux sociaux polarisent, hein, et où finalement tous les contenus très ironiques circulent assez rapidement avec des mécanismes de viralité qui sont quand même très intéressants à observer. Par rapport au là là, Cléora a mentionné les émoticônes, ou les emojis et cetera. Est-ce que vous arrivez à mettre dans le contexte, parce que de donner du sens aux émoticônes déjà pour aux réactions, pour un être humain, c'est pas évident. J'ai par exemple appris récemment que, pour la génération de ma fille, un pouce vers le haut, c'est négatif, c'est du sarcasme. Heu, c'est et c'est vrai que, sans avoir le contexte dans lequel les réactions sont données, les sens, selon la population vont être très, très différents. Vous arrivez à séparer ces choses-là? Alors on arrive, ça nécessite vraiment du qualitatif important, hein, et vous avez raison, on ne peut pas simplement extraire
l'émoticône ou l'emoji comme ça et l'analyser. Et nos collègues, puisque je vous disais qu'on fait des recherches pluridisciplinaires, ça c'est très étudié en sciences du langage. Et Mmh. effectivement, on va aller voir avec l'intégralité du contenu. Vous pouvez pas dissocier en fait un message de tous les paramètres qui l'entourent. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire au Mmh. fond, il est dans un contexte d'utilisation et de communication. Et dans ce contexte communicationnel, il a du sens. C'est ce que vous évoquez. Et donc, Mmh. il va avoir un sens un peu différent en fonction de l'émetteur, mais aussi du récepteur. Et c'est tout l'enjeu de justement faire du qualitatif, hein, de manière à pas tirer des généralités qui seraient complètement erronées par une approche trop quantitative. Mmh. Mais c'est compliqué. Hein. J'imagine. Je vais prendre un exemple, typiquement tout ce qui relève de qualifier une information de complotiste ou de qualifier quelque chose d'anti-vax, etc. Euh, eh bien, ça nous a demandé déjà qu'entre nous, on se dise ça, c'est une information, c'est de la désinformation. Vous voyez, où se situe vraiment la désinformation, typiquement? De temps en Mmh. temps, ben, on est revenu sur la science au moment où on connaît. Il faut toujours s'en remettre à la science. La réalité des choses, c'est la science. Elle peut évoluer, cette science, c'est-à-dire à un moment donné, à l'instant T, c'est juste ce qu'on vous dit. Et puis à l'instant T plus 1, ben, il y a effectivement une évolution de la donnée, des recherches scientifiques qui sont peut-être venues affirmer ce qu'on avait imaginé, ou au contraire, dire qu'il y avait une analyse erronée de la science, et donc on l'a construit cette science. Il ne faut pas la voir comme figée. C'est bien quelque chose qui est évolutif dans le temps. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué à expliquer quand vous prenez des décisions à un instant donné, des décisions publiques. Vous allez peut-être dire, bah oui, vous pouvez prendre ça sans risque, et puis quelques temps après, parce qu'à grande échelle, on se rend compte qu'il y a finalement des retours d'expérience qui sont négatif, et là vous êtes obligé de corriger. Donc la Mmh. science est un mécanisme évolutif. Et j'imagine également que les réseaux sociaux où le second degré règne de façon assez importante n'aide pas la chose non plus. Non, l'humour, comment c'est pris, tout ça, c'est assez remarquable, hein, parce que Mmh. quand vous regardez l'humour des internautes, des réseaunautes, c'est des socionautes, je sais pas comment on va les appeler. Finalement, moi tous les jours, je suis étonné, j'en ai encore vu des magnifiques là aujourd'hui. Bon, je ne peux pas faire, je sais pas si c'est des actualités de faire de la politique, mais quand même, où j'en vois un où il y a le, il y a le président de la République qui s'agenouille devant un petit enfant, puis qui lui tend un micro, ils parlent ensemble, et puis ils se disent bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Toi, tu veux être Premier ministre? Bah, tu sais, je peux peut-être te nommer tout de suite. Donc, et j'ai trouvé le même, mais tellement bien construit, avec beaucoup d'humour. Ouais, dérision, évidemment. Et ce même, il est en train, évidemment, de se propager de façon très importante. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je suis souvent stupéfaite par la créativité quand même. Ouais. Des fois, je me demande: «Mais d'où ça sort, quoi?» Franchement, c'est vrai que c'est ce côté-là, c'est vraiment fascinant, effectivement. Bah, ces générations, ces nouvelles générations, hein, peu importe la lettre qu'on va leur donner, parce que là aussi, les Z, les X, les je sais pas, voilà, tout ce que vous voulez, on n'en finit plus, on va dire les nouvelles générations, elles ont été éduquées avec cette culture réseau. Et puis Mmh. cette culture de l'ironie, de l'humour. Euh, c'est pas le cas de notre génération, en tout cas de la mienne de génération. Et donc moi, je suis comme vous, tellement étonné de leur humour, de leur ironie, de leur dérision. Et je me dis chaque jour, mais ils ont une intelligence particulière, et ils sont capables de détourner tellement rapidement l'information, bah, que ça m'épate, et je prends beaucoup de plaisir aussi de temps en temps à regarder tous Mmh. ces détournements qu'ils réalisent. Et en parlant de population, justement, dernière chose là-dessus que je voulais évoquer, parce que, enfin, personnellement, j'oublie souvent un peu ce point-là, c'est que les réseaux sociaux, ça représente pas tout le monde aussi. On a l'impression d'être connecté au monde entier, mais en réalité, pas tout le monde les utilise aussi. Donc, ça concerne qu'une partie de la population, en fait. On a parlé des générations X, Y, Z, etc. J'imagine qu'ils représentent peut-être une plus grande partie de la population sur les réseaux sociaux, etc. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Sur la population qui est représentée sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est vrai qu'on oublie souvent ça, hein, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne représentent pas toute la population française. Ouais.
Globalement, on se dit qu'en France, on a environ 3/4 des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Mais ça veut quand même dire que vous en avez 1/4 qui ne les utilisent pas, Mmh. ou peu, d'accord? Et puis vous avez de fortes différences selon l'âge. Les jeunes, ils sont quasiment, presque tous, alors que les personnes qui ont plus de 65 ans, en général, sont bien moins présents. Donc vous avez encore cette vieille notion de fracture, numérique, hein, qui s'exprime. Donc il faut bien penser que lorsque vous observez les discours, on n'observe pas la société, on observe surtout ceux qui sont connectés. Donc c'est un fragment souvent plus jeune, en général plus urbain et puis plus actif. Donc vous avez vraiment cette idée qu'il y a un biais et il faut toujours garder en tête qu'on parle à une opinion publique numérique et Oui. qu'on ne parle pas justement à toute la France. Et justement, on avait une question à la chatroom de Mathieu là-dessus. Sans compter les réseaux sociaux dont on parle ici, ce sont les réseaux sociaux occidentaux aussi. Donc pas de Chine et de Russie dedans. Existe-t-il un réseau vraiment planétaire finalement? Est-ce qu'il existe un réseau planétaire? Mais tous les réseaux sont planétaires, Ouais. puisque finalement, quand vous êtes sur X ou sur TikTok, hein, vous êtes bien interconnecté avec l'ensemble du monde, même s'il y a de temps en temps des pays qui vont filtrer l'information. Il n'empêche que vous restez connecté. Et puis, il y a d'autres réseaux, Telegram, vous avez d'autres réseaux dans le darknet qui peuvent aussi vous permettre d'être connecté. Donc oui, de toute façon, à partir du moment où vous êtes sur Internet, pour moi, on est connecté sur toute la planète, en tout cas toute la planète qui a cette capacité à pouvoir avoir accès au numérique. Ça laisse quand même beaucoup de monde de côté, hein, on est d'accord. Mmh. Mais au-delà de ça, je pense que sa question, concernait les spécificités effectivement régionales avec, alors j'ai plus le nom, Baidu je crois en Chine Mmh. Mmh. ou je sais plus comment s'appelle le réseau, ou vraiment dans ces pays, la majorité, enfin de ce que j'ai pu comprendre des 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 socionautes donc, pour Mmh. récupérer votre votre Mmh. expression, étaient sur d'autres réseaux, donc dans un mode de communication parallèle. Oui, ça va sûrement dépendre, ça dépend sûrement de la géopolitique, vous évoquez sur la Chine et des censures qui Mmh. existent, hein. Donc probablement et il y a des réseaux parallèles. C'est ce que je vous ai dit à travers le darknet, vous avez Mmh. d'autres réseaux aussi. Heu, bon, je peux pas vraiment, c'est difficile de répondre à cette question-là comme ça. Franchement, je crois que le réseau est planétaire aujourd'hui. Tout le monde est interconnecté. Vous savez qu'on a 6 degrés de séparation, donc on se connaît quand même, a priori, on se connaît de façon assez proche. Je ne sais pas comment, mais on se connaît, parce qu'on est très peu séparés. Euh, donc, dans le monde entier, il y a forcément ces réseaux d'interconnexion qui s'exercent. J'ai pas de et d'autres réseaux parallèles, hein, c'est sûr. Ouais, peu importe le réseau, en fait, c'est internet vraiment le Ouais, réseau qui est Oui, connecté, oui. qui te c'est Internet qui connecte, c'est de la technologie là qui connecte. ouais. Mmh. Mmh. Donc pour finir là-dessus sur les types de populations et cetera, pour être le plus clair possible et vous me direz si je me trompe, donc on a beau avoir une quantité massive de données, ça ne veut pas dire autant que c'est un échantillon intéressant pour représenter toute la population. Et même mieux que ça, j'imagine qu'au sein même des réseaux sociaux, les personnes ne sont pas réparties de manière homogène. Donc on a évoqué aussi, on a déjà évoqué un peu les bulles d'entre-soi, je ne sais plus le nom que vous avez donné. Bulle de filtre. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres, justement d'autres expressions pour exprimer ces sous-groupes, autres que les filtres? Alors, oui, on pourrait parler, alors parler de clusters, de communautés, de choses comme ça potentiellement, mais votre Ouais. question, elle revient sur ce que vous avez évoqué précédemment, c'est-à-dire est-ce que les données finalement sont statistiquement représentatives? Mmh. euh, Clairement non. Alors on ne peut pas ignorer tout ce qui est présent et tous les discours sur les réseaux sociaux, vu la volumétrie. Et quand on évoque, nous on collecte plusieurs millions de tweets, ignorer, ça serait ignorer ce qui se dit quand même sur des espaces publics numériques interconnectés et avec un fort potentiel de dissémination d'informations. Mais ce qui est sûr, c'est que les statisticiens vous diront toujours ce que tu regardes n'est pas un échantillon représentatif. Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'opinion
du numérique et du réseau social sur lequel vous êtes. Ouais. Donc, évidemment, quand vous regardez X, ben, c'est la population de X. Vous regardez Mastodon, Blue Sky, c'est aussi l'opinion représentant la population générale de ces réseaux-là. Et on constate d'ailleurs que les communautés sont différentes. Hein. C'est-à-dire quand vous allez sur Mastodon, vous allez peut-être ou sur Blue Sky, vous trouvez des communautés différentes quand vous essayez de les catégoriser que ce que l'on trouve sur X. Donc c'est bien d'étudier une diversité de réseaux sociaux de manière justement à avoir la diversité des opinions. Donc finalement, c'est vraiment des données qui sont propres à chaque plateforme. Et c'est marqué par des biais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des biais de surreprésentation de certains profils. On va avoir beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques, de militants, etc. Pour ça, X est quand même important. Et puis d'invisibilité d'autres effets, parce qu'il y a les effets algorithmiques qui s'exercent. Hein. Et c'est pour ça que moi, quand on est en cycle, je préfère parler plutôt que de parler d'échantillons, de corpus situé, parce que c'est un corpus qui est situé dans le domaine que vous observez et l'objet et la plateforme que vous étudiez. Et ça Ouais. évite ces problèmes statistiques. Pour prendre d'autres exemples que les métiers, j'imagine qu'au niveau des âges, j'ai l'idée reçue comme quoi TikTok, c'est plus les jeunes, par exemple, et Facebook, c'est plus les plus âgés, par exemple. J'imagine que c'est le cas, on voit ça en sciences ou... Ouais, C'est pas une idée reçue, c'est effectivement ok. ce qui est le type de population qu'on trouve sur TikTok, clairement. Bon, on pourrait faire un échantillon rapide, hein, on est quelques-uns là, et on peut se demander si on est sur TikTok. Voilà. Et je vous laisse voir si on représente statistiquement ce qu'on imagine. Non. Non. Non plus. Bon. Alors, et pour rebondir sur une question qui est dans la chatroom qui mentionnait ça également, pour les plus jeunes aujourd'hui, il y a même l'apparition de Roblox de plus en plus qu'on voit. C'est quoi Roblox? Je sais pas ce que c'est, mais aïe, 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 aïe. Alors, à la base, c'est un espèce de jeu qui dérive effectivement de plus en plus avec des usages de réseaux sociaux Ah ouais? C'est chez un les plus jeu, jeunes. ouais, c'est un jeu Mm. un peu comme à la Minecraft, si on peut dire ça, Mm. mais en gros, on peut créer ses propres jeux et puis Ah oui. ça devient un peu comme un réseau social où tout le monde se rencontre dessus. Comme a pu l'être Fortnite aussi d'ailleurs. Oui, oui, il y a même des concerts et tout, ça devient un échange social, les jeux vidéo, ouais, ouais. Et ça, c'est assez typique hein, de ce qu'on appelle les détournements d'usage. C'est Perriot qui évoquait ça. C'est-à-dire un objet qui est construit à l'origine pour une fonction spécifique, et puis les utilisateurs vont le détourner, vont inventer de nouvelles fonctions et vont l'utiliser différemment. C'est ce qu'on observe. Mmh. Et pour terminer là-dessus, donc parce qu'il y a des utilisateurs et des utilisatrices qui changent en fonction des plateformes, etc. Et aussi donc ceux et celles qui les utilisent, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui sont connectés. Mais aussi parmi les utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux, on a aussi des comptes automatiques et des bots, a priori. Comment on définit un bot en sciences? Et ça se repère comment? Alors là vous touchez un sujet que j'étudie particulièrement depuis maintenant plus d'un an et demi. On l'avait étudié auparavant, mais avec une équipe de chercheurs, on a gagné un projet de recherche qui s'appelle Belzebot, qui a pour objectif de créer le premier outil français capable de détecter les stratégies de manipulation à grande échelle sur X. C'est un projet qui a été lauréat de l'appel à projet de l'Agence nationale de la recherche. Et donc notre objectif, c'est justement d'aller voir comment ces bots, hein, c'est une abréviation de robot, c'est-à-dire ces petits comptes automatisés, pourquoi je dis petits d'ailleurs, fait de gros, j'en sais rien, parce que j'arrive pas à les matérialiser, c'est une expression, comment ces comptes automatisés sont programmés pour publier, liker, retweeter ou suivre des personnes selon des règles qui sont prédéfinies. Il n'y a pas d'intervention humaine sur un bot, ça se fait de façon directe à chaque action, et ça a toujours un objectif particulier, soit la propagation d'un message, soit de la manipulation, soit de faire monter des tendances, hein. Ça c'est aussi très important, soit spammer par exemple. Mais vous en connaissez des bots, hein. Ça peut être aussi des bots bénéfiques, on va les appeler comme ça, qui vont vous donner des alertes météo, des infotrafics. Voilà, c'est pas nouveau en soi,
Les Mais agrégateurs, les trucs comme depuis ça, j'imagine aussi, c'est voilà, c'est ouais, ça. Mais OK. depuis quelques années, ben, on constate qu'effectivement, on les utilise plutôt pour, des mécanismes de désinformation, hein, et au sein des réseaux sociaux justement, pour perturber les algorithmes. C'est-à-dire quand vous comprenez bien les algorithmes, si vous vous dites: «Bah, je vais faire» si l'algorithme se base sur une tendance, par exemple, Mmh. important, sur un nombre de fois où un message est répété, eh bien si vous me faites un bot qui va, continuellement générer, des et publier des messages à travers, le réseau et avec ce mot-clé, eh bien vous allez remonter en tendance et donc du coup, vous allez le faire devenir, un signal, fort, parmi, la masse des signaux, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça un bot. C'est vraiment cette idée d'un petit programme, d'un programme informatique, d'un compte automatisé qui va vous permettre de faire des actions. OK et en parlant de donc ça peut spammer, un énormément sur les réseaux sociaux et ici et là, on peut aussi entendre parler de la théorie complotiste de l'internet mort. Comme quoi un jour, tout ce qui sera partagé sur internet sera fait par des bots, des algorithmes, de l'intelligence artificielle avec des photos artificielles et cetera. Bref, que tout soit un massif discours virtuel. Ça, c'est, la théorie complotiste de l'internet mort. À quel point on en est loin? Est-ce qu'on connaît un peu la proportion des bots sur un réseau social donné? Pas une question facile et puis rentrer dans les discours complotistes me pose toujours des petits problèmes, mais on va essayer de répondre à tout ça. Moi, pour moi, je pense qu'on est assez loin quand même aujourd'hui d'un internet qui est totalement mort, hein. Ouais, Mais c'est vrai, vous avez raison, le fait qu'on ait des contenus qui sont générés automatiquement, on va générer des textes, des images, de la vidéo. Ces contenus, ils augmentent très vite, ils sont surtout très prédominants maintenant avec l'IA générative. Donc, avec cet essor de cette technologie, eh bien, on arrive encore de manière plus facile à générer du contenu automatique. C'est vrai que du coup, sur certains réseaux, ben, vous vous retrouvez avec des informations et une proportion de comptes automatisés qui sont déjà très significatives. Savoir combien, c'est compliqué aussi, hein, parce que OK, détecter un bot, c'est très compliqué. On OK. pourra y revenir. Et puis finalement, cette visibilité de ces bots, ça peut vraiment donner l'impression qu'ils sont partout, car finalement, ils sont très hyperactifs. Si vous avez compris, plus ils sont Ouais, actifs, plus ils vont remonter de l'information, plus ils vont apparaître et donc plus l'effet boule de neige va se mettre en route. Donc évidemment, ça va amplifier les messages et donc vous avez une frontière qui est de plus en plus floue. On va avoir des bots qui sont passés pour des humains qui des fois deviennent quasiment des bots, hein, parce que ils ont tellement une procédure cognitive qu'ils vont finalement être comparés à des bots et pour nous, ça devient vraiment encore difficile de les détecter. Et puis vous avez toute l'IA aujourd'hui qui nous pose un vrai souci parce que elle a cette capacité à produire du texte et des images et des vidéos qui sont indiscernables. C'est-à-dire finalement, on est peut-être, alors on n'est pas dans un Internet mort, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de contenu créé par l'humain. oui, Je ne suis pas capable de vous dire la part de contenu bot. On a OK, quelques chiffres hein, là-dessus, en tout cas des chiffres. On a des tendances plutôt que des chiffres sûrs. Et en particulier, on peut écouter ce que disaient les fondateurs des réseaux. Je pense sur X, hein, en 2022, Elon Musk lui-même, lorsqu'il a vendu, il était en phase de négociation pour acheter X, il disait que la plupart, il y avait à peu près une vingtaine de pourcents de débats qui étaient automatisés et de comptes qui étaient automatisés. Pour l'instant, on estime que la proportion est entre 9 et 15% des comptes actifs. C'est déjà beaucoup. Parce que si vous avez 9 à 15% des comptes actifs, mais qui sont tellement actifs qu'ils vous génèrent, eux, 90% des messages, ben vous arrivez du coup à ce que vous évoquiez avec l'Internet mort. D'accord. Et ça, pour nous, chercheurs en SIC, c'est vraiment l'enjeu de demain. Et c'est pour ça qu'un projet comme Belzebot, il est intéressant, parce qu'il faut qu'on arrive à quantifier, à qualifier cette présence automatisée. ouais. Plus on arrivera à faire ça, plus on sera capable d'informer et de préciser aux internautes et aux réseaunautes, attention là, vous avez du message à caractère automatique. Alors après, je vous ai parlé de X, c'est vraiment la plateforme qu'on étudie le plus. Sur Facebook,
Et sur Instagram, euh, moi, ce que je sais, c'est que Zuckerberg a reconnu effectivement qu'il y avait régulièrement des bots et qui supprimaient quelques millions de faux comptes chaque trimestre à peu près. Donc ça représente quand même quelque chose d'important qu'on estime là aussi entre 5 à 10% des comptes actifs. Et puis sur Mastodon et Blue Sky, je n'ai pas de chiffres. Je suis incapable de vous dire s'il y a aujourd'hui des bots potentiels. Probablement que oui, mais à quelle proportion, je ne sais pas. On voit que Blue Sky, quand il est monté, un de ses arguments, c'était l'absence d'algorithme. Est-ce que demain, on peut pas voir l'émergence d'un réseau social avec comme argument pas d'API? Pour ne pas collecter, c'est Oui, ça? c'est ça. Alors, je pense que la loi poserait un problème parce qu'il me semble qu'on doit pouvoir collecter, les données dans un régime éthique. Et de toute façon, on les collectera toujours parce que le scrapping que je vous ai évoqué, les informaticiens le feront. Donc, on ne pourra pas se protéger de la récupération des données. C'est un leurre, ça, de dire aujourd'hui que nos données resteront privées, secrètes, Alors, etc. Et je alors pense que l'API, oui. en l'occurrence, c'était pas tant pour la récupération de données que pour la limitation des bots. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une API pour faire du bot, hein, puisque c'est un programme qui publie comme vous. Et donc, vous voyez bien que vous n'avez pas besoin d'API pour publier. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes capable de générer du message, vous créez un vrai compte, du moins un vrai compte, un compte bot qui donne l'apparence d'un vrai compte, et puis derrière, vous avez un mécanisme technique qui va construire le message. Donc en fait, c'est du scrapping qu'ils font pour poster. Il y a plusieurs techniques possibles, mais oui, on D'accord. peut utiliser de l'API, on peut utiliser plusieurs techniques. Et donc, vous, le projet Belzebot, c'est ça que vous avez parlé? C'est ça. Et tout le but du projet, c'est de bien repérer qu'est-ce qu'un bot, qu'est-ce que n'est pas un bot. Tout le projet, c'est vraiment de voir les manipulations à grande échelle. C'est-à-dire le principe même de Ok. Belzebot, c'est de se dire au fond, il y a des mécanismes de régularité qui se produisent sur les réseaux. Et c'est ce qui distingue peut-être un système automatisé d'un système humain. Alors je dis peut-être parce que finalement, on constate aujourd'hui que l'humain peut de temps en temps se comporter comme un robot. Il va répondre très rapidement, Retweeter rapidement, oui, il comme va ça, ouais. retweeter rapidement, Ok. il va vivre même la nuit, il dort pas, vous voyez, tous Mhm. ces critères temporels qu'on pouvait avoir, finalement l'humain, des fois, c'est un robot. Puis bon, on a quand même les analogies avec les campagnes électorales, quand vous avez des armées de militants qui Ouais. tweetent continuellement, envoient des messages continuellement, ils se comportent comme des robots. Mhm. Donc, on en est à un stade où on se dit qu'il faut qu'on travaille en deux temps, c'est-à-dire repérer les stratégies de manipulation à grande échelle. On pense en fait qu'il y a des stratégies, parce que repérer un bot, c'est assez facile, entre guillemets. Repérer une stratégie de manipulation de bot, c'est bien plus compliqué. C'est-à-dire quand on se dit, vous avez des bots qui ont été pensés pour s'associer et pour manipuler dans une logique plus ambitieuse, l'information, eh bien c'est cette stratégie-là qu'on essaye de mettre en évidence. Ok. Donc, c'est-à-dire que des fois, c'est pas que des bots un à un isolés, c'est vraiment des réseaux de bots qui sont envoyés. D'accord. C'est exactement ça. Ok. C'est ce qu'on appelle des botnets, vous venez de le dire, c'est-à-dire des réseaux de bots qui vont être coordonnés et qui vont justement désinformer ou manipuler l'information. En tout cas, c'est le but. Mais est-ce que scientifiquement, on le démontre ça, que ça influence en tout cas les opinions, etc. Il n'y a pas d'analyse empirique qui nous permette de dire ça. Ok. On n'a jamais réussi aujourd'hui à dire que, par exemple, des bots ont pu influencer les élections aux États-Unis, en France, etc. Ça joue un rôle. Déjà, ça peut mettre au premier plan une thématique. Ça peut être repris dans les médias. Vous voyez, donc ça joue un rôle. Mais pour savoir vraiment si ça a changé les opinions, prouver un changement d'opinion, ça reste méthodologiquement très difficile à prouver. Ouais, bah oui. On peut avoir des effets qu'on appelle des effets réels sur la perception de l'information, une illusion de vérité, vous voyez, des sentiments de consensus.
Tout Mmh. ça, ça peut se produire à travers les bots. Mais au fond, prouver justement que cette opinion et ces comportements ont pu changer par les bots, ça, on OK, sait. Honnêtement, on n'arrive pas à le faire. OK. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, excusez-moi, dans les cycles, c'est vraiment de documenter ça. C'est-à-dire de documenter à un moment donné, moins le basculement soudain des opinions que le renforcement des croyances existantes ou des polarisations qui sont présentes sur les réseaux sociaux. OK. Donc par contre, ce qu'on sait, c'est que les bots participent bien à la propagation massive de l'information pour, pour montrer q enfin pour, ouais, pour diffuser massivement l'information. En tout cas, ça a un rôle là-dedans, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, on OK, sait qu'il y a des bots qui sont capables aujourd'hui de diffuser de l'information, de la ouais, mésinformation, ce qu'on appelle aussi. et justement Voilà. pour étudier aussi, tout ça, donc la diffusion de l'information et cetera, j'imagine qu'en sciences, on sépare plusieurs variables. J'imagine que, par exemple, on peut étudier juste la vitesse de propagation de l'information ou des trucs comme ça? Est-ce qu'on sépare comme ça? Aussi en sciences de l'information et de la communication? Ah oui, oui, Ouais, justement, on va séparer différents critères ouais, pour les analyser, ces bots, en fait, parce que c'est votre question, c'est-à-dire comment on va être capable de les repérer. Alors, on est en train de construire tout ça, hein, donc OK, donc c'est en ce que je vais cours. vous dire, c'est en cours d'analyse et d'établissement scientifique, mais ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, on peut avoir une analyse sur le comportement, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire des fréquences de publication, on peut imaginer aussi des régularités mécaniques, hein, c'est-à-dire un tweet tous les 30 secondes, toutes les 2 secondes, vous voyez, des Mmh. mécanismes de retweet, par exemple. On peut regarder aussi si on a des contenus qui sont uniformes ou si on observe des copier-coller d'informations. On va regarder aussi, alors après, plus sur le comportement, sur les relations. Est-ce qu'à un moment donné, quel est le réseau des followers, following? Est-ce que c'est très asymétrique ou pas? Est-ce que les connexions sont en grappe, c'est-à-dire beaucoup de comptes reliés entre eux, mais peu au reste du réseau. Donc Ouais, tout ça, ce sont des indicateurs qui peuvent nous faire penser que c'est peut-être, probablement, oui, je prends beaucoup de précautions, un bot. Donc tout ça, on peut avoir aussi des analyses techniques. On va aller par exemple aller voir des métadonnées du tweet. Si on trouve une géolocalisation, par exemple, qui est complètement farfelue, on peut dire ça quand même, ouais, on voit pas pourquoi ça serait un humain aujourd'hui, quoi. C'est potentiellement un bot. Puis quand vous regroupez l'ensemble de ces approches, vous pouvez peut-être vous dire, bon, on a quand même une chance que ça soit un bot. Là, par exemple, dans les recherches qu'on mène actuellement, on fait un triple croisement. On fait un croisement donc avec nos propres analyses. On va croiser avec un outil qui a été développé par des collègues de l'Indiana, c'est Botometer. Ça va nous permettre de qualifier si eux ils jugent aussi que c'est un bot. Et puis on se base aussi sur la modération des comptes par les plateformes. En général, quand vous êtes détecté comme un bot, vous êtes supprimé hein, sur X, sur Facebook, on va vous supprimer. Donc quand on triangule déjà cette information, on a quelque chose qui devient hautement suspect. Je vais le dire comme ça. On peut OK, jamais garantir que c'est un bot, mais il est hautement suspect. OK. Ça, c'est la rigueur scientifique, qui revient, comme quoi, Oui, c'est hautement probable, mais on dit pas que c'est 100. parce que c'est très difficile. En fait, on Ah n'a oui, oui. aucune preuve. Oui, oui. On ne peut pas être sûr que derrière, il n'y a pas un humain. Donc, on se dit, il y a de fortes présomptions, il y a des faisceaux concordants qui nous montrent qu'a priori, c'est un bot, mais on ne peut pas vous le garantir à 100%. Par contre, quand on voit que ça commence à être très coordonné, qu'il y a des logiques, des stratégies qui sont derrière, voilà, on peut pratiquement affirmer après que. Le Une seul autre moment ques où on peut affirmer que c'est un bot, c'est quand c'est dans le nom du profil. Que ah la oui, oui, personne, elle dit je oui. suis bot, je sais pas, bot Gilles, par exemple. Ok, très bien, je sais que ça, c'est le bot. On a une question dans la chatroom un peu là-dessus, sur, en fait, l'origine des bots. Parce qu'on a les métriques de ces bots, donc je le cite, hein: «Je veux dire quand on parle d'influence russe, on sait dire que de telle date à telle date, on a des tracés X bots russes qui ont diffusé Y message à Z personnes». C'est sa question. En gros, est-ce qu'on peut savoir les origines de tous ces bots? Alors, c'est une excellente question. Oui, à travers les métadonnées, on peut deviner l'origine. Mmh. On va aussi aller chercher
relayer et essayer d'analyser le graphe de relation pour comprendre les origines. C'est quelque chose sur lequel nous, on travaille et on a quand même beaucoup de mal aujourd'hui à vraiment définir l'origine géographique, hein, en l'occurrence du bot. Mais dans les contenus, dans ce qui se dit, quand vous faites une analyse qualitative, ben, et puis vous analysez tous les profils, vous pouvez aussi en déduire que probablement que ça vient de là. Ouais. Donc ça peut être une ingérence russe ou d'autres ingérences. Dans ce cas particulier, ça me fait un peu penser au phénomène qui est dans la cybersécurité d'essayer de trouver les origines des attaques. Et où il s'avère que dans certains cas, il y a même on va dire du déguisement, où des indices vont être donnés dans le code, des commentaires en russe, alors qu'en fait, Ouais, c'est ok. pas du russe ou des choses comme ça. Donc j'imagine que dans le cas d'un botnet, ça peut être la même chose. Ça peut tout à fait être la même chose. On peut paramétrer des informations pour vous faire croire que ça vient de telle ou telle information. Après, je pense, moi, que les services qui sont capables de donner ce type d'informations les corrèlent avec d'autres informations externes. Et donc, probablement que là, effectivement, ils ont des faisceaux, encore une fois, très concordants pour potentiellement dire que, effectivement, c'est telle ou telle ingérence. Mm. C'est pas des recherches que nous, on mène, l'ingérence. D'accord? Oui. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'observe pas des choses. Quand on avait fait un autre projet, on avait effectivement observé une ingérence russe qu'on avait pu là identifier parce qu'elle était assez flagrante, elle n'était pas cachée. Après, c'est pas notre rôle. On ne sait pas aujourd'hui, on se préoccupe pas de cette ingérence. On essaie déjà de détecter, de voir les stratégies, et peut-être qu'on dira après, il y a des logiques d'ingérence. Ça, c'est un troisième temps. Donc pour revenir sur les mécanismes de réseaux sociaux, donc les bots seraient donc utilisés pour propager massivement l'information. Et parfois on parle de viralité de l'information, comme si c'était un virus. Est-ce que l'analogie est vraiment bonne de voir une information qui se propage comme un virus, vous en tant que chercheur? Oui, alors, oui, moi je pense qu'à un moment donné, cette analogie virale, l'idée de viralité, qui vient évidemment de l'infectiologie, hein, on est d'accord. Oui, Qu'est-ce que ça représente? C'est un message qui se propage, qui va contaminer, qui va infecter, et ça c'est bien l'esprit d'un virus. Mmh. Donc l'analogie, elle est utile parce qu'elle va rendre visible en fait cette dynamique de diffusion rapide et en chaîne que des fois on ne contrôle pas, donc qui est complètement incontrôlable, et donc du coup là vous vous retrouvez avec l'analogie du virus. Mais pour moi, elle est aussi dangereuse parce qu'elle peut être trompeuse. Une information, c'est pas un agent vivant. Ça circule, mais ça circule pas tout seul. Donc ça passe par des choix humains, par des émotions, par des partages conscients ou ironiques. Donc oui, l'image que vous utilisez de la viralité, que tout le monde utilise, hein, ça marche bien pour décrire la vitesse. Voilà, avec la vélocité de l'information, et d'un seul coup, ça devient un message viral. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne image pour expliquer le sens de l'information et le sens de la donnée. Donc la viralité, ça reste toujours en sciences de l'info comme une affaire sociale, qui n'est pas seulement contagieuse. C'est un virus, je vais le dire peut-être comme ça, c'est un virus qui a besoin de conversation. Ok. Voilà, Faut que ça parle un peu pour que ça se propage bien, quoi. exactement. Je voulais évoquer ça parce que je voulais évoquer 2 éléments que j'ai lus un peu dans la recherche, quand je me suis un peu renseigné là-dessus. Dans quelques récents papiers, on évoque le paradoxe de viralité. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est-à-dire que ce qui est partagé par une masse de personnes n'est pas exactement ce que ces personnes aiment. En gros, si je comprends bien en tout cas, on partage davantage ce qui nous énerve ou nous indigne. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et qu'est-ce que vous en pensez de ce paradoxe de viralité? Comme quoi on partage plus ce qui nous indigne que ce que l'on aime vraiment. Ouais, vous avez raison, c'est très intéressant ce concept-là. C'est effectivement pas parce qu'un message est massivement partagé qu'il est aimé, hein, ou qu'il est Ouais. approuvé. D'ailleurs, c'est ce que dit ce paradoxe, c'est souvent ce qu'on partage, c'est quelque chose qui nous a choqués, qui nous a potentiellement indignés, et c'est pas forcément quelque chose qu'on admire. Vous voyez, dans ce cas-là, la viralité, c'est pas l'appréciation, c'est l'effet de ce qui nous bascule.
C'est l'émotion, plus qu'autre C'est chose. l'émotion, hein. Mmh. C'est ça, ce mouvement-là qui est intéressant. Ça traduit une bascule. Et finalement, les plateformes aujourd'hui, elles valorisent beaucoup plus et davantage l'émotion que la raison. Parce que Mmh. l'émotion, ça génère du clic, donc de la visibilité. Et en d'autres termes, tous ces mécanismes de viralité vont pas refléter une opinion, mais vraiment une intensité des affects. Et c'est vraiment là aussi un défi des sciences de l'infocom, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre comment toutes ces architectures techniques vont justement transformer nos émotions en métriques de popularité. C'est là qu'on se rend compte que ces sciences sont vraiment interdisciplinaires jusqu'à la personne, la psychologie et cetera, ouais. Voilà, et c'est pour ça que moi j'adore les projets de recherche que je mène, parce qu'elles sont en équipe, elles sont interdisciplinaires, on convoque des sciences cognitives, des sciences du langage, des sociologues, des sciences de données, et qu'on échange et on essaye de se comprendre. Vous voyez, c'est pas Mmh. simple non plus, parce qu'on utilise des concepts différents, on va utiliser des langages différents, et à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord, on a des méthodes différentes, et donc on s'enrichit à travers les disciplines. Mmh. En psychologie, par exemple, moi, enfin, on a ce qu'on appelle l'effet cocktail party. En gros, en pleine soirée avec de la musique et que tout le monde se parle, si quelqu'un dit mon propre prénom au milieu de tout ce bruit, en fait, je vais quand même l'entendre et être attiré. C'est un des phénomènes de ce qu'on appelle l'attention sélective. Et est-ce que c'est un phénomène aussi ce qu'on observe dans les réseaux sociaux avec tout ce bruit? Est-ce que c'est une analogie pour parler du signal faible que j'ai lu ici et là? Ou pas du tout? Oui, oui, alors ça c'est un autre projet que j'ai porté aussi qui s'appelait le projet Cocktail. Alors Cocktail, c'était justement pour détecter les signaux faibles sur X. Et donc vous avez complètement raison. En fait, le nom Cocktail, on l'a pris de l'effet cocktail party. Ça vient C'est de là. Sherry, hein, Ouais, ouais. qui l'a défini. C'est-à-dire cette capacité quand vous êtes dans un cocktail, d'un seul coup, à capter votre attention par un mot. Alors il y a un brouhaha incroyable et vous êtes en train de discuter, etc. Mais il y a quelque chose qui retient votre attention. C'est ça l'effet cocktail. Et quand j'ai découvert cet effet-là, j'ai dit mais c'est parfait ça pour notre projet de recherche parce que on va pouvoir le nommer comme ça. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, dans le brouhaha de l'information, dans le magma informationnel, il y a de temps en temps une information que vous captez et puis vous allez la liker, vous allez la commenter. Ah, pourquoi on s'arrête à cette information? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle va devenir virale? Ben, c'est ça qui nous intéressait. Et finalement, c'est ce mécanisme-là qui va être pour moi ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est-à-dire, donc ça, c'est des alertes précoces. C'est Ansoff qui a défini ça. C'est vraiment cette idée qu'il va y avoir des alertes qui vont générer de futures tendances. Alors, je pense là sur X, on va voir par exemple d'un seul coup un message qui va être retweeté, mais un peu plus que d'habitude, ou un peu plus liké. On voit une dynamique. Et bien tout ça, effectivement, ça participe à l'effet que vous avez signalé, c'est-à-dire l'effet cocktail. Hop, j'entends un message, je le vois, je le lis, je l'observe, je le capte et je vais le commenter et autres. Et donc au mécanisme de viralité qu'on a échangé tout à l'heure. Et d'un signal faible, ça devient un signal fort. Et vous l'utilisez aussi, dans l'anticipation du coup, donc ou pas du tout? En fait, c'est complètement l'idée. Ouais, C'est-à-dire ouais. quand on a travaillé sur le projet cocktail, c'était de se placer en anticipation de la tendance. Parce Ouais, qu'on c'est donc c'est travaillait ça, pour OK. l'alimentaire. Et donc, c'était de dire, si on arrive à détecter des tendances à venir, ben, ça va avoir un enjeu ben, sociétal et donc aussi commercial, puisque là, c'était un partenariat public-privé. Et donc, il y avait cet enjeu aussi de comprendre ce que souhaitaient les gens à travers ces signaux faibles et ces tendances à venir. C'était aussi l'idée de se dire qu'à un moment donné, quand vous avez un bad buzz, bah, il faut l'anticiper. Dire si on Mmh. était capable de se dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se dire qui va porter préjudice à la marque, qui va à un moment donné donner une mauvaise intention, eh bien on peut peut-être faire des anticipations, de la communication de riposte, on appelle, et donc on va anticiper cette tendance à venir. De riposte, ouais donc ouais, OK. Oui, c'est vraiment l'idée de se mettre dans cette situation. Hop, comment on peut Ouais, riposter, ouais. comment on est prêt, parce qu'on va avoir un bad buzz qui risque
d'être présent sur les réseaux. Donc, finalement, on a un peu traversé tous vos projets dans la recherche appliquée? Ou il en manque encore d'autres? Non, alors là, vous avez à peu près traversé tous les projets qu'on mène. Je suis en train de remener un dernier projet, mais qui regroupe tout ça, qu'on vient de gagner aussi avec d'autres collègues, sur la désinformation en santé. C'est aussi un OK. sujet Tout ce qui est fake news aussi, anti-vax, tout voilà, ça? C'est pour ça que exactement. vous avez cité ça? Ouais, OK. Donc tout ce qui est mésinformation. Mmh. Et on a un gros travail là sur des virus pour justement virus, vaccination, tout ce qui se dit, pour comprendre justement ces mécanismes de viralité, ces mécanismes informationnels et pour essayer de donner à la puissance publique la capacité de répondre et d'apporter scientifiquement une réponse probante et valide. OK. Dernière petite question, sinon j'ai des questions de la chatroom aussi, Mmh. avant de clore notre échange, si on y arrive à la fin. Mmh. Vous travaillez donc sur quoi en ce moment? Donc Belzebot a priori? Mmh. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un Plus autre oui? Oui, plus ce que je vous ai évoqué là, c'est-à-dire vraiment la désinformation en santé. Moi, j'ai OK, plusieurs domaines qui m'intéressent, c'est la santé et puis, la politique. C'est vraiment OK. les 2 domaines que j'affectionne le plus. Donc en ce moment, je suis servi, hein, pour être tout à fait honnête, à travers justement ces 2 domaines et Belzébuth, est aussi, là mon sujet de préoccupation puisqu'il est financé, qu'on a un projet à rendre, on a des délais et cetera. Mais ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres thématiques. J'ai travaillé par exemple, sur les discours, périnatals avec le CHU de Dijon, pour mieux comprendre, quel discours, était sur les réseaux sociaux à travers, des découvertes intéressantes, sur la génétique, voilà, dépistage néonatal. Bon, c'est toutes des thématiques aujourd'hui qui me sont chères. Je travaille beaucoup sur la circulation et la compréhension de l'information et la désinformation. OK. C'est une thématique que vous aimeriez toujours continuer, parce que qui vous intéresse? Ouais, OK. Oui, c'est une thématique vraiment qu'aujourd'hui je souhaite développer au sein de mon laboratoire et qui est porteuse de sens pour moi. OK. On a 2 questions dans la chatroom plutôt sur la méthodologie que je trouvais Mhm. intéressantes. Est-ce que vous avez déjà diffusé des informations vous-même pour tracer comment ça traverse sur les réseaux sociaux? Alors, on est en train de travailler sur ça. Ah OK. C'est très intéressant puisque c'est pas si simple que ça. On est en train de passer un partenariat avec un collègue du GRESSEC de Grenoble qui a produit des petits outils comme ça qui vont permettre de mettre des bots dans nos corpus. Donc, pour essayer de les identifier, etc. Mais on va pas travailler sur du temps réel. On travaille sur des données dont on dispose et on va pas aller polluer les réseaux. Ça serait pas éthique, d'accord. Donc, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est de se dire, on a des corpus. Ce corpus-là, on peut le fournir à un collègue, par exemple. Il va pouvoir peut-être le travailler et insérer des bots. Et nous, derrière, on va essayer d'aller voir si on est capable de les détecter. C'est plutôt cette logique OK. méthodologique qu'on cherche à faire. Mais il n'est pas question, pour une question d'éthique, Mmh. justement, d'aller faire des bots en direct. Ah, non, non, ça serait pas sérieux. Ça. OK. Et autre question, toujours de Mathieu, sur la méthodo. Les analystes prennent combien de temps entre les émissions des messages et les résultats d'analyse? Il y a un délai généralement de combien? 1 heure, un jour, une semaine, un mois? Ou en temps réel? Ça va dépendre du sujet, puis de la volumétrie, mais OK. on ne sait pas faire ça en temps réel, quasiment on n'y arrive pas Mmh. aujourd'hui. Donc, vous comprenez, on va avoir des algorithmes qui vont nous sortir les tendances, Ouais. d'accord, et puis après on fait du qualitatif. Donc on a un mécanisme d'entonnoir, si vous voulez, mais l'entonnoir, des fois, c'est encore 1 500 tweets, hein, par exemple. Mmh. Donc, quand vous devez aller les analyser avec sérieux, vous mettez des fois plusieurs jours, même avec Bah, ouais. des équipes importantes. Donc non, c'est pas en 1 heure, c'est pas en une journée, ça se compte plutôt en quelques semaines pour l'instant. Ouais, Ouais, analyser, tout ce qui est qualitatif, ouais, l'ordre des mots et cetera. Ouais, c'est OK. ça, exactement. En tout cas, merci à vous, Gilles, d'avoir partagé un peu de science avec nous. Est-ce que vous aimeriez revenir sur un autre truc, ou ajouter quelque chose avant de clore l'épisode? Ouais, écoutez, je crois que vraiment, alors c'était une première pour moi, donc j'apprécie, déjà de faire cette première, de vulgariser ces recherches, de montrer ce qu'on fait dans nos laboratoires
ce sont quand même des recherches à portée sociétale, je veux dire, Mmh. où on est aussi là pour éclairer la puissance publique. Vous voyez qu'on est vraiment du service public. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est de la recherche publique. C'est de la recherche, par contre, qui a de l'intérêt, comme la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. On fait tout type de recherche dans nos laboratoires et de permettre finalement de montrer et de sortir de nos murs ou de nos bureaux ou de nos data centers. Eh bien, c'est aussi le plaisir et d'échanger avec vous. C'est vraiment un grand plaisir. C'est une belle expérience que probablement je renouvellerai. Ah, merci à vous. C'était très bien. En plus, c'est plutôt bien vulgarisé. Même la chatroom, il y a eu pas mal de questions, donc c'est que le boulot était bien fait. Bon, Bien joué. tant mieux. Oui, c'était très clair. Je pense que ça permet de penser aux questions qu'on veut poser. Vous avez pas d'autres questions dans l'équipe? Non? Donc ça va être le moment de la citation. Est-ce que vous êtes venu avec une citation, Gilles? Je vous laisse la lire si vous en avez une. Oui, alors je suis venu avec une citation de Manuel Castel, parce que je trouve qu'elle est intéressante aujourd'hui face à la désinformation que l'on observe. Manuel Castel, il disait: l'information est un pouvoir, mais un pouvoir sans effet, sans la connaissance. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que on voit que face à cette désinformation dans laquelle on est aujourd'hui, la seule réponse qu'on a, elle sera collective. Il va falloir croiser les savoirs, relier les disciplines et surtout rendre au sens ce que les algorithmes brouillent. Donc je voulais finir sur ça parce que ça convoquait finalement tout l'esprit de ce que j'essaye de mener à travers mes recherches. Bien joué, belle citation, j'aime bien. Ça conclut finalement sur ce qu'on a commencé, l'interdisciplinarité, le collectif, etc. Exactement. Ok. Chères poditrices, chers poditeurs, on vient de parler d'Internet et réseaux sociaux sur lesquels nous partageons Podcast Science. Mais histoire de se voir en vrai, on organise une nouvelle radio dessinée pour enregistrer avec vous un épisode du podcast, le samedi 29 novembre à Paris à partir de 16h. Et venez nombreux, on a de la place pour la nouvelle radio dessinée que l'on fait. En fait, on a la chance d'avoir une jolie salle liée au musée d'histoire de la médecine sur Paris. Et le thème de l'émission sera justement en rapport avec la nouvelle exposition du musée, consacrée au physiologiste Étienne Jules Marais. Il y aura, j'imagine, toute une exposition autour de ses travaux et ses chronophotographies, peut-être même qu'on fera une visite tous ensemble. C'est gratuit ou au prix libre et surtout organisé grâce à vous, grâce à vos donations sur Tipeee et Patreon. 29 novembre 2025 au musée d'histoire de la médecine à Paris. On vous partagera toutes les informations sur notre site podcastscience.fm et nos réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, il est temps de conclure cet épisode qui est consacré. Merci encore Gilles Brachotte d'avoir partagé avec nous un aperçu sur le regard et les intérêts scientifiques dessus et comment il permet d'y voir plus clair, voire d'anticiper des tendances. Tendances parmi lesquelles on espère voir cet épisode qu'il buzzera sur les réseaux sociaux. Qui sait, mais en attendant de voir ça, que servir la science soit votre joie.